Yo, ça va? Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les retours que j'ai eus sur ma première vidéo. Toutes les critiques étaient ultra constructives, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet beaucoup plus sérieux, les juifs ultra-orthodoxes. Alors pourquoi? Tout simplement car je suis tombé sur une série Netflix qui s'appelle Unorthodox et qui traite extrêmement bien le sujet, et ça m'a fait replonger dans le quartier dans lequel j'habitais à Montréal. Mais avant de vous expliquer comment fonctionne la société ultra-orthodoxe, je vais essayer de vous expliquer comment moi, pauvre français naïf, qui n'avait jamais entendu parler de cette communauté, je les ai découverts. Pour ça, il faut revenir un an en arrière, en mai 2019. Je venais tout juste d'arriver à Montréal et je cherchais une colocation pas trop loin du plateau, qui était le quartier dans lequel j'allais travailler. Donc tu connais, je vais sur le Bon Coin du Canada, aka Kijiji. Et puis là, je vois une annonce, pas trop chère, ça a l'air relativement cool. Donc je les contacte et ils me proposent une visite. Donc je me prépare et tout, je prends le métro et j'arrive à l'arrêt Outremont. Et tu sais, sur le coup, je me rends pas trop compte, mais il n'y a pas grand monde dans le métro. Bon, soit. J'arrive dans la rue et là, je me prends une claque. Pour vous décrire Outremont, imaginez-vous Rabbi Jacob. Bah imaginez toutes les personnes habillées comme Rabbi Jacob avec des villas dans tous les coins. En vrai, j'exagère un peu sur le quartier parce que c'est l'un des meilleurs de Montréal, mais c'est pour vous donner un contexte. Donc là, je suis au cœur de Montréal et je me rends compte que je suis le seul mec habillé en jean. Tous les gens autour de moi sont habillés en noir, donc les hommes portent des longs blousons noirs avec des chapeaux en moumoute et les petites bouclettes qui tombent. Et les femmes, elles portent tout un turban avec une perruque et une jupe noire. Sur le coup, je trouve ça un peu bizarre, mais je me dis que c'est pas grave et je vais quand même faire ma visite. Donc j'arrive devant la maison et là j'ai deux portes d'entrée. Une chance sur deux. Évidemment, je choisis la mauvaise. Donc j'arrive devant une petite fille qui m'ouvre, je me présente en français, je vois qu'elle comprend rien. Donc je me présente en anglais, pareil. Là, je comprends que ça va être assez compliqué et il y a sa mère qui arrive et je vois que c'est pareil, elle comprend ni le français ni l'anglais. Donc là, à ce moment-là, dans mon cerveau, c'est « mais qu'est-ce que je branle là ?» Surtout que la situation est assez gênante parce que la femme me regarde jamais dans les yeux. Mais bon, au bout d'un moment, elle comprend que je suis pas là pour elle et elle m'indique la seconde porte d'entrée. Donc je fais ma visite avec les colocs, ça se passe super bien et quelques jours après, j'apprends que je suis accepté. Je viens m'installer avec mes grosses valises. Cette fois-ci, je prends la bonne porte. Je m'installe et je discute avec un de mes colocs québécois. Big up Fred, si tu passes par là. Je lui demande comment ça se fait qu'il y ait autant de juifs avec des bouclettes et tout dans les rues. Et il m'explique qu'Outremont est le deuxième rassemblement mondial de juifs ultra-orthodoxes après le quartier de Williamsburg à New York. Mais moi, avec mon 3 de QI, je lui demande, mais ouais, ok, mais pourquoi ils sont dans ce quartier et pourquoi ils ont des bouclettes, pourquoi ils sont habillés tout en noir, enfin j'avais plein de questions. Et il m'a expliqué ceci. Mais avant toute chose, disclaimer. Je vais parler de religion et de politique, qui sont deux sujets complexes. Je pourrais pas être ultra précis sur tous les points en une seule vidéo, mais j'essaierai de rester le plus neutre possible. Bon, maintenant, on peut commencer. Les sociologues israéliens, ils font souvent une distinction entre les différents types de pratiquants juifs. On a tout d'abord les laïcs. Ils sont peu intéressés par la religion, mais ils sont pas anti-religieux. Ensuite, on a les traditionalistes, qui pratiquent la religion partiellement. Puis les orthodoxes, qui ont une pratique de la religion stricte, mais qui sont initiés au monde moderne. Et enfin, les ultra-orthodoxes ou haredim, qui ont une pratique religieuse stricte, un refus de la modernité et une volonté de séparatisme social. C'est donc cette dernière catégorie qui nous intéresse. Mais il faut savoir qu'on parle là que de 3% des 13 millions de juifs autour du monde, donc pas de généralité. On estime que ce groupuscule fut créé au XVIIIe siècle en Europe de l'Est et plus particulièrement aux alentours de la Hongrie. Ce qui est complexe, c'est qu'il y a plusieurs sous-catégories de juifs ultra-orthodoxes, mais ils se réunissent tous sur le même fait qu'ils rejettent la modernité. Du fait de leur méfiance, ils vivent en marge de la société, mais même la société juive. Pour vous donner un exemple, les juifs hassidiques sont contre l'existence d'Israël. Dans leur quartier, la seule source de pouvoir légitime, c'est le rabbin, pas les flics, ni même les hommes politiques.
Alors, comment ça s'articule une société ultra-orthodoxe? Alors, pour commencer, les enfants ont deux écoles distinctes, une pour les femmes et une pour les hommes. Peu de personnes savent réellement comment ça se passe à l'intérieur, mais à Montréal, des scandales ont explosé démontrant que les jeunes ne suivaient pas le programme scolaire québécois, mais étudiaient uniquement la Torah. L'un des problèmes majeurs étant que la plupart des professeurs n'ont pas de diplôme reconnu par l'État et qu'une majorité des filles présentes dans ces écoles ressortent de leurs études sans aucun diplôme. À savoir que les petits garçons, dès leur plus jeune âge, ont le crâne rasé et les bouclettes tombantes, alors que les jeunes filles peuvent garder leurs cheveux longs. Puis vient le moment du mariage, une étape primordiale dans la communauté ultra-orthodoxe. Il n'y a pas vraiment d'âge défini pour se marier, mais le plus tôt est souvent le mieux. Dans la série Netflix, on peut voir que Etzi, l'actrice principale, se marie à 17 ans, mais il a été avéré qu'en Israël, des enfants de 13 ans avaient été forcés à se marier. Le mariage doit être accepté par le rabbin 3 mois avant la cérémonie et de nombreuses étapes spirituelles et religieuses doivent être faites durant ces 3 mois. Parmi laquelle la plus choquante pour nous occidentaux, la femme doit se raser le crâne. Ils ne font pas ça pour nuire à la beauté de la femme ou pour la ridiculiser, mais pour canaliser la beauté là où ils estiment qu'elle devrait être, à l'intérieur du couple. On a très peu d'informations sur les mariages ultra-orthodoxes, mais le peu qui sort de la communauté laisse à penser que la plupart sont des mariages forcés. Et il est vrai qu'il y a un détail qui m'a toujours choqué quand je me baladais dans les rues d'Outremont, c'est que je voyais souvent les mères de famille se balader avec 10, 15 enfants et je comprenais pas réellement pourquoi. Bien évidemment, il y a une raison à ça. Avoir un maximum d'enfants, c'est pour les Haredim un commandement religieux ultra important. Et ça s'est d'autant plus accentué depuis la Shoah. Il est demandé aux femmes de créer le plus d'enfants possible pour compenser la disparition de leurs nombreux proches lors de la Seconde Guerre mondiale. En société, ils se démarquent tout d'abord géographiquement, puisqu'ils ont leur propre quartier, leur propre école, leur propre magasin et même leurs propres hôpitaux. Leur refus de la modernité fait que leur style vestimentaire est différent. Ils ne possèdent pas de smartphone, pas de PC, pas de télé, ils ne prennent pas le métro, n'utilisent pas les journaux et ils parlent même leur propre langue, le yiddish. Ils sont aussi hostiles à la science puisque pour eux, la religion détient la vérité absolue et ne peut donc pas être contredite par la science. Alors pourquoi un tel refus de la modernité? Eh bien puisque pour eux, la religion passe avant tout, avant même les droits de l'homme ou la démocratie par exemple. C'est une communauté qui estime que les non-juifs, ou les goïs si vous préférez, sont dangereux et persécuteurs, qui expliquent leur besoin de vivre entre eux, dans leur quartier, en marge de notre société, même s'ils sont juste à côté. Maintenant que vous comprenez mieux comment se comporte la société ultra-orthodoxe, j'aimerais vous expliquer comment moi, j'ai vécu le fait de vivre entouré par eux. Bah super bien en fait. Non vraiment c'était super cool. Bon évidemment tu peux pas inviter tes voisins à aller prendre l'apéro, mais c'était super enrichissant de vivre au milieu de leur société et de découvrir Shabbat le vendredi, leurs épiceries, leur culte religieux et même leur manière de vivre en société qui est totalement différente de la nôtre. Évidemment c'est un peu bizarre les premières semaines, surtout le fait que personne t'adresse la parole ou te regarde dans les yeux. Mais en vrai, qui rêverait pas d'avoir des voisins qui viennent jamais te faire chier? Et puis au final, si eux sont heureux et qui font chier personne, moi je suis carrément pour. Surtout qu'à Montréal, Outremont a la chance d'être l'un des quartiers les mieux situés de toute la ville, puisqu'il a le calme d'un quartier résidentiel tout en étant à 2 pas des quartiers de la Picole. Donc personnellement, je vous encourage énormément à aller à Outremont si un jour vous passez par Montréal. Mais en réalité, tout ceci est pas aussi rose. Comme l'a très bien décrit la série Unorthodox, il est extrêmement difficile de sortir de cette religion qui est souvent comparée à une secte. Le truc, c'est que les personnes qui décident de partir, elles n'ont aucune connaissance de la société qui les entoure et encore moins les compétences pour survivre en dehors de leur communauté. Toutes ces raisons font qu'à l'heure actuelle, à Israël ou à New York, les juifs ultra-orthodoxes sont pleinement touchés par le Covid-19 puisqu'ils ne respectent pas les règles de confinement. N'oubliez pas que c'est le rabbin qui donne les lois, pas l'État. Interlude publicitaire. Juste pour vous dire que si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou à me rejoindre sur Instagram où je suis beaucoup plus présent. Je trouve ça super important de toujours se cultiver, peu importe le thème d'ailleurs.
Et c'est ce que je vais essayer de mettre en avant à travers ma chaîne. Après, je suis pas la bien-pensance en personne. Il y a énormément de trucs que moi aussi je connais pas du tout. Et cette chaîne va justement me permettre de découvrir et creuser plein de sujets. Donc en gros, ça va être ça. Je vais essayer de me servir de ma chaîne YouTube pour vous faire découvrir des choses. Du moins, je l'espère. Donc s'il y a des choses qui vous plaisent ou qui vous déplaisent ou des thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je suis grave chaud pour ça. Je pense avoir tout dit. Si jamais vous voulez creuser un peu plus sur les ultra-orthodoxes, je vous laisse des liens en description. Et je vous conseille fortement d'aller voir la série Unorthodox sur Netflix. Bon, c'est pas un bijou de réalisation, mais bon, ça dure 3 heures, donc ça va. Allez, ciao!